bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches à 18h sur RFM. Mon invité aujourd'hui est Mika. Mika, bonjour. Bonjour. Eh ben ça y est, le nouvel album est arrivé. Dis donc, t'as mis un peu de temps sur celui-là, non? Ouais. T'étais débordé. C'est drôle de parler de ça. Non, c'est vrai, t'as mis un peu de temps. mais c'est drôle parce que normalement c'était à toi que je présentais l'album, mais je disais alors voilà Pascal. mais c'est vrai que là, cet album, nouvel album, qui caracole en tête des ventes de Cocorico, bravo. C'est vrai que t'as mis un peu de temps pour le faire. Ça m'a pris 4 ans, ouais. C'était intense. Non, mais c'est bien. C'est bien. Alors, on va être très clair. Ouais. C'est un super disque, voilà. Moi, j'étais moins hystérique sur les 2 derniers. Là, c'est du très 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 grand Mika. Voilà, je le dis. Bon. Non mais merci. Voilà, c'est du grand Mika où à la fois on découvre et on redécouvre, mais on peut le redécouvrir, qu'il a un vrai talent musical et en particulier surtout mélodie, arrangement, la voix. Enfin moi, il a plein de choses. Tiens, question de la machine. Comment définir votre dernier album? C'est un gros son pop-funk exubérant, une voix toujours incroyable ou des textes intimes et plutôt sombres? Ah ben c'est ça, c'est les deux en fait. C'est cette contradiction entre les textes qui sont très touchants, très intimes, très personnels, et ensuite il y a la musique qui est joyeuse. Mais il y a une différence, et ça c'est quelque chose que tu vas comprendre, parce que toutes les années que tu as écouté tellement de disques et tu les as vus avant qu'ils sortent, il y a un sens d'urgence. Il y a un sens d'urgence, il y a un sens de communication aussi, de partage qui se manifeste dans une sorte de mélodie, des couleurs, l'intensité des arrangements, la force du geste, qui est à la fois tendre mais quand même totalement assumé. Qui donne l'impression que vraiment, on sent que quand j'étais en train d'écrire et en train de faire ce disque, t'as bouillonné quoi. J'ai bouillonné, et dans ce bouillonnement, dans cet esprit, je ne pensais pas à les autres. Je ne pensais pas à ce que les gens allaient penser. Je me suis dit, alors, est-ce que cette mélodie, il y a trop de mélodies là? Est-ce qu'il y a trop de couleurs? Est-ce qu'il y a trop d'images? Et je me suis dit, mais non. En fait, c'est au service de l'émotion, c'est l'émotion qui va te diriger. Si quelqu'un pense que ça va être trop mélodique, ou si quelqu'un pense que les couleurs, il y en a trop, je m'en fiche totalement, parce que c'est vraiment quelque chose où j'ai pu recultiver et retrouver mon irrévérence. Et l'irrévérence qu'on a quand on est en train de faire notre premier album... Tu l'as retrouvée là, je suis d'accord avec toi. Elle est donnée dans le premier album. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est la première fois. Et après on oublie. Et ensuite on arrive et c'est plomb. La vie, elle tombe sur toi. L'industrie, elle tombe sur toi. Sûr. Et même s'il y a des gens qui sont très bien, qui travaillent dans l'industrie, l'industrie devient une sorte de monstre qui tombe sur toi. Alors à un certain moment, tu dois te libérer de ça, mais ce n'est pas facile. Et effectivement, c'est une vraie réussite. C'est le dernier album de Mika, qui est en notre compagnie pendant 1 heure. On va écouter Dear Jalousie. Voilà. Merci. Et c'est Mika sur RFM. C'est Mika, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir un excellent nouvel album. Une question de la machine. Michael Holbrook ou Mika? Alors, le nom de l'album, c'est I Am Michael Holbrook. My name is Michael Holbrook. Ouais. Et en fait, mon nom, c'est Michael Holbrook Pennyman Jr. Bon. Tu savais ça? Non, je savais pas. Je savais jamais. T'as raccourci, là, c'est bien, t'as vu que le début, quoi. Ouais, exactement. Je me suis dit, si je mets Michael Pennyman Jr. Oui, il n'y a plus de place sur la pochette. Next. Non, et c'est le nom de mon père. Moi, je suis Junior. Si j'ai un fils, je dois l'appeler dans la tradition. Junior 2, Junior 3, Junior 4. Non, pas Junior 3, c'est le 3e. Le 3e, c'est pas vrai. Ouais. Et c'est pas un truc d'aristocrate, c'est un truc d'immigrés qui sont arrivés il y a longtemps, pas très longtemps, mais quand même assez longtemps, aux États-Unis. Et ils ont pris ces traditions anglo-saxonnes avec eux. Donc, 1, 2, 3, c'est vraiment pour montrer d'où ils viennent. Ce qui est drôle parce que... Ça veut dire en fait que tu as le même nom et le même prénom que ton père. C'est ça. Et c'est tout ça, c'est pour montrer d'où je viens. D'accord. Et ce qui est dingue, c'est que je savais pas du tout d'où je venais. Ok. Et donc, je me suis mis sur les traces de mon père, de la famille de mon père, pour retrouver et pour découvrir quelque chose de nouveau sur moi-même, pour que je puisse aussi faire ce sorte de reset. Et donc, j'ai commencé avec cette déclaration « My name is Michael Holbrook ».
j'étais né en 1983. Et c'est un point de départ dans l'album. C'est la première chanson qui dit ça, qui s'appelle Tiny Love. Et après, franchement, maintenant, j'ai réalisé que mon nom, c'est Michael Holbrook Pennyman Jr., mais je suis Mika, le fils de Michael et de Johnny. Et ça, c'est beaucoup plus important. La France, l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Liban? Ah, mais comment choisir? Mais ça fait beaucoup d'endroits quand même. Ouais, ça fait même. Ça fait quand même, excuse-moi, la France, l'Italie. Alors, alors, la France, bah oui, pas le choix. Ah non, mais j'aime la France. Donc t'as habité quand t'étais mobile ici. J'ai habité quand j'étais jeune. Ouais. Maintenant, ma maison principale, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Et j'ai construit un studio là-bas où j'ai créé cet album. Donc toi, tu es américain. Ton père est américain. Mon père est américain. D'accord. Oui, et j'ai un passeport américain. D'accord. Ce qui est bizarre parce que aussi, je suis profondément européen. Ouais. Et la preuve du fait que je suis européen, c'est que je n'ai pas de passeport d'un pays européen, mais je me sens européen. Et ça, c'est fondamentalement la philosophie de l'universalité du principe de l'Europe. Mais toi, Mika, en fait, t'as habité où? En France, Angleterre? En Angleterre pendant très longtemps. Pendant très longtemps. C'est créé ça, enfin c'est relativement récemment. Toute ton enfance, ton adolescence, c'est en Europe, c'est pas aux États-Unis. C'était en Europe, ouais. Exactement. Mais ensuite, quand tout le monde a commencé à déménager de Londres, dans ma famille, et ils ont commencé à se disperser autour du monde, je me suis retrouvé là-bas tout seul. Je me suis dit, mais quel intérêt. Ouais, et je vais aller construire quelque chose de nouveau. Et donc, aux États-Unis, c'était assez intelligent parce que il y a toutes mes équipes. Alors donc, tous mes albums ont été faits là-bas. Et j'ai pris l'habitude, il y a aussi toute ma famille là-bas, la famille de ma mère. Donc, même si j'ai jamais vraiment y habité, c'est comme je parle anglais, comme la famille est là-bas. Et aussi, j'aime le fait que quand je suis à Miami, parce que j'ai une maison à Miami où je construis un studio. C'est un peu étrange pour moi, Miami. C'est très alors bizarrement il y a un côté européen parce que c'est très latino quoi. C'est très latino mais c'est ça ce que j'aime aussi. Ouais. Mais le côté européen j'aime pas trop parce que le côté européen c'est plutôt les gens qui vont là-bas pour faire la fête. Bling bling ouais. Et bling bling. Ouais. Et moi je suis pas vraiment dans ça du tout. Il y a un autre côté. Moi j'ai une maison des années 20 qui est très arabe bizarrement, construite autour d'une cour et là dans la cour il y a la partie design. On a un studio de design, la partie pour vivre et la partie pour faire de la musique. Donc c'est une sorte de petit village en miniature. Et je suis heureux là-bas. Et aussi le fait que aux États-Unis, comme j'ai jamais eu un grand moment de popularité, t'es tranquille. Je suis tranquille, mais quand je mets des tournées comme celle que je viens de faire, bien sûr. Je fais sold out plusieurs nuits dans chaque ville. Donc et spécialement en ce moment, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent là-bas à ce milieu-là. Même la niche aux États-Unis représente une grande carrière en Europe. C'est le truc qui est tellement dingue. On peut être totalement alternatif et niche. Oui. Et c'est quand même assez conséquent. On se met de pause. Tiens, Michel Berger, Les Princes des Villes, c'est sur RFM. C'est Mika, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir un excellent album qui caracole en tête des ventes. Texte ou musique? Ah, les deux en même temps. T'écris en même temps que tu composes. Absolument. Ils sont les deux. C'est étonnant ça. Ouais. Toujours. La mélodie inspire le texte inspire la mélodie. Totalement, c'est synchro quoi. C'est vraiment synchrone. Totalement. C'est assez rare hein. Souvent, les gens démarrent avec une mélodie, une mélodie et 3 mots et après écrivent le texte ou ils écrivent les textes et ensuite, Bachung par exemple, il écrivait tous ses textes, il considérait que l'album était terminé, il n'a pas encore une note, mais il avait écrit ses textes. Donc c'est assez amusant. Wow. Et toi, c'est en même temps. C'est très rare. Hein. Et moi, c'est en même temps. Et bizarrement, c'est comme si je suis en train de gratter. Alors je me mets au piano et je joue. Et ensuite, je répète la même phrase qui devient un peu plus longue, et encore un peu plus longue. Et tout d'un coup, il y a tout un couplet, et ensuite, j'ai besoin du pré-refrain. Et ensuite, je cherche, et ensuite, là, il y a le challenge. Je dois me mettre dans une sorte de transe, vraiment, où tout d'un coup, il y a un refrain, et je sais quand je l'ai. Parce que là, mon corps change de température. Ah ouais. Ah bon? Je te promets. C'est pas vrai. Mon corps change de température. Ouais. J'ai chaud. D'accord.
Et tout d'un coup, je me sens comme si j'ai de la valeur. D'accord. Et c'est de 0 à 100. C'est une explosion d'endorphine et de dopamine. Et bam, j'ai un refrain. Et donc, c'est comme si la chanson, elle est là. Et en jouant la même chose encore et encore et encore, et en cherchant avec mes doigts et avec ma voix, les doigts sur le clavier, eh ben, c'est comme si je suis en train de gratter comme quelqu'un qui creuse. Et à la fin, il y a la chanson qui est sculptée avec un petit peu de temps à travers les notes que je suis en train de chercher. George Michael, Prince ou Michael Jackson? Alors, il y a des références dans l'album. Hein. Il y a des références. Ouais. Il y a des références de tous les trois. Ouais. Et quelle belle référence, quand même. Je veux te demander un truc. Normalement, c'est toi qui demandes des questions, mais comme tu sais combien de respect j'ai pour toi et aussi qu'on a travaillé ensemble beaucoup d'années, et tu fais partie tu es une des personnes qui a vraiment lancé ma carrière, et je le sais, et je le dis, même si toi tu le dis beaucoup moins que moi, parce que t'es, bizarrement, pour quelqu'un qui est tellement extrovert, tu es très pudique. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Donc, on va insulter ta pudeur pour un instant, on va l'agresser, parce que je veux te demander, pourquoi est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu trouves que la pop raconte un peu moins d'histoire et est moins sensuelle qu'elle était dans les années 80 ou au début des années 90? Par exemple, la sensualité ou l'évocation, le romance qu'on entend dans une pop quand même dansante et très pop efficace de George Michael et de Prince. Eh ben, et ensuite, il y a eu ce changement. On est arrivé aux Backstreet Boys. Et clam, boum. On a perdu la sensualité, dans la pop masculine surtout. Pourquoi ? Moi, je vais te répondre une chose assez bizarre. Je pense que c'était une sexualité trouble de ces deux oiseaux qui font que tout à coup il y avait aussi cette musique et cette sensualité un peu trouble. Voilà ce que je pense. Voilà. C'est dans la tension entre les... Ouais, c'est ça, dans ces troubles se provoque cette musique. À mon avis. À mon avis. Ouais, je comprends. Mais aussi, je pense que c'est comme si la pop culture est devenue populaire. Et il y a une grande différence entre les deux. Ouais, et puis je pense à une autre chose pour clore ce chapitre. Je pense que la pop s'est retréci. Voilà ce que je pense. Voilà. Ah. L'espace pour la pop s'est retréci. C'est retréci, exactement. Ouais. Et que maintenant, je dirais que la nouvelle pop, on est plus dans la musique urbaine. On est sur un autre truc, quoi. Exactement. Ce qui veut dire que la pop reprend cette possibilité, cette capacité d'être une pop qui raconte des histoires, qui provoque des émotions, qui a aussi ce côté un peu plus risqué d'être plus sensuel. Ouais. Plus sexué et plus enfant terrible. Parce que ça se retrécit, ça nous donne la possibilité d'assumer des différences encore plus. Moi, je trouve un énorme avantage dans cette chose-là. Et donc, j'ai voulu vraiment aller dans cette direction-là pour que les couleurs et pour que l'esprit de cet album et de ces chansons puissent vraiment sortir encore plus. On écoute qui ? Michael Jackson, Prince ou George Michael ? George Michael. Faith, George Michael sur RFM. C'est Mika, notre invité aujourd'hui, qui vient de sortir un excellent nouvel album. The Voice, stop ou encore ? Ah ben c'est stop. Bon, stop, ok. C'est stop parce que c'est stop pas le temps, c'est ça Pas le temps. Pas le temps, non, mais aussi parce que c'est pas bizarrement, heureusement, en faisant The Voice, je me suis libéré beaucoup. Avant The Voice, et tu peux être témoin de ça, je parlais pas trop, c'est vrai. Je me livrais beaucoup moins, j'avais plus de préoccupations par rapport à la manière que j'étais aperçu. Et là, 6 ans après The Voice, je suis en train d'arriver avec un album qui quand même, où je me livre beaucoup plus, même dans les interviews, j'ai perdu cette pudeur mal placée pour pouvoir être plus libre dans la manière que je m'exprime. Donc The Voice, ça a été une super aventure. Superbe aventure. Je me suis amusé beaucoup. Alors là, évidemment, t'as un planning qui fait que, si tu tournes, etc., tu fais plein de choses, donc ça va être compliqué de tout faire à la fois. Mais il y a aussi l'idée, à un moment donné, de faire un break, c'est aussi... C'est respirer, quoi. C'est respirer, et aussi, je trouve garder la fraîcheur, c'est ça. Ouais, mais le fond d'inspiration, ça vient d'où ? Ça vient de l'activité principale. Et mon activité principale, c'est l'écriture. Clairement. Et la performance. Donc,
pour rester dans toutes les autres activités autour, comme The Voice, eh ben, il faut rester crédible. Ouais. Et si la source n'est pas remplie, ça marche plus. Ça marche plus. Twitter ou Instagram. T'es très réseaux sociaux, toi. J'ai résisté pendant un petit peu. Ouais. Et maintenant, non, mais j'ai compris l'autonomie aussi qui vient avec le fait qu'on peut lancer des trucs nous-mêmes sans demander la permission de quelqu'un d'autre et les autres suivent. Alors je me suis dit, bon, peut-être c'est une bonne idée. Je trouve que, alors il y a des avantages et des dangers dans les deux. Je pense que les images peuvent être tordues très vite. On peut prendre la mauvaise impression d'une image. Et je pense qu'ils disent que a picture tells 1,000 words. Une image peut dire 1000 mots. Mais souvent, sans les mots en dessous. Ça peut avoir de mauvaises interprétations. Ouais. Je pense que, bizarrement, et Instagram, beaucoup plus commercial. Twitter, plus info. Et là où, quand quelque chose se passe de grave, je peux vous dire, je vais plus sur les sites de news, je vais sur Twitter. Oui, bien sûr. Mais le seul truc, c'est qu'il faut un petit peu de discipline pour comprendre ce qui est faux et ce qui n'est pas faux. Parce qu'on perd tellement de temps en train de réagir à des choses qui sont en fait faux, et on se rend même pas compte qu'on est en train d'être manipulé. Donc là, on se trouve vraiment dans un temps où il y a une nouvelle éducation qui doit se passer qui n'était pas présente avant. Avant, on avait des livres, on avait des professeurs, on avait et bizarrement, peut-être c'était toujours comme ça, mais c'était plutôt institutionnel. Et surtout, il y avait pour l'information, il y avait des journaux, et on savait que tel journal était plutôt à droite, plutôt à gauche, communiste, révolutionnaire. Et là, maintenant, les journaux, on ne sait pas ce qu'ils sont. Ils sont tous pareils. Dans Twitter, on ne sait pas qui. Mais même sur les journaux, c'est vrai. Et même sur les journaux, ils sont beaucoup plus centristes. C'est vrai. Et ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais le problème avec Twitter, c'est que ce qui prend l'attention, c'est ce qui fait plus de bruit. Mais ce qui fait plus de bruit, ce ne sont pas les gens qui ont le plus d'autorité pour parler sur un sujet. Ce sont les gens qui savent provoquer le plus. Donc là, on se retrouve dans une sorte de piège. On fait une pause et on retrouve Mika sur RFM. C'est Mika, notre invité. Aujourd'hui, il vient de sortir un formidable album qui est Caracol en tête des ventes. Studio ou scène? C'est deux personnes différentes. Et peut-être, je peux dire que Michael Holbrook, c'est celui en studio. Maintenant, avec cet album et spécialement. Et Mika, il est sur scène. Bon, avant, c'était plus ça. Maintenant, avec un album comme ça, qui parle de tellement de choses qui sont vraies, ça me donne une manière de revisiter aussi les tubes et l'ancien répertoire. Mais le show, il est très différent. Je pense que si tu vas venir le voir à Bercy ou quelque part, tu vas voir qu'il est très différent. Bercy, c'est le... c'est le 22 décembre. 22 décembre. Je sais parce que j'ai annulé mes vacances de Noël pour pouvoir faire Bercy. Sachant que tu es en tournée partout dans tous les zéniths. Hein. On va commencer à Pau. Au mois de décembre, tourner tous les zéniths. Il y a une grosse tournée, hein, ça rigole pas. Hein. Et ça a commencé aux États-Unis. Il y a 10 jours, on a fait le Mexique. Et l'Europe, et ensuite ça continue. Et donc c'est le 15 novembre, la première date est effectivement au Zénith de Pau. Et cette scène que j'ai dessinée, c'est comme une sorte de rayon. Et il y a des rayons de couleurs, et il y a une couleur qui me lance dans le public. D'accord. Et tous les musiciens, ils sont très en arrière. J'ai enlevé tous les danseurs. D'accord. J'ai enlevé tous les écrans LED. Bon, il y a des écrans pour que vous puissiez voir, mais les écrans derrière moi, non. Je voulais pas un show où les gens se disent, ok, maintenant je prends du popcorn, je bois ma bière, et où je reviens, où je vais à la toilette, et je voulais un show où, pendant 1h30, 1h45, on veut pas louper un instant. Et c'était inspiré par George Michael, c'est le One Man Show, où il avait l'orchestre derrière le rideau, et aussi Jacques Brel, qui faisait tout un show avec un rideau. Et tout à coup, avec juste une lumière, basta. Ouais. Et cette intensité-là, c'est ça qui marque. Tout le monde est en train d'avoir des shows qui se ressemblent. Même si on dépense 14 millions sur un show, ça ressemble esthétiquement, émotionnellement à un autre show qu'on a vu quelque part d'autre. Donc je voulais pas ça. Et comme je sais que moi, je suis moi,
Et un écran, il est partout. Alors j'ai dit ciao l'écran, je laisse l'écran, je garde moi avec un décor que j'ai dessiné moi-même dans ma cuisine. Ton père, tes sœurs ou ta mère? Ce choix-là, je te dis cette question. Elle est. J'espère que l'intelligence artificielle du futur n'est pas aussi tranchante et méchante que ta copine là, parce que se départager de toute une partie de sa famille juste pour un robot, je vous dis, c'est le futur qui s'annonce mal. C'est vrai que la famille, c'est vachement important pour toi. Ouais. Hein? Très. Il y a d'ailleurs des chansons dans cet album qui parlent de certaines personnes de ta famille. Oui. Presque de tous d'ailleurs. Tous. Ouais. Et nous sommes un clan. Ouais. Et un clan qui rebondit. Et je pense que la force du rebondissement, chaque fois qu'il y a un challenge, est grâce à l'intention de chaque personne. C'est une intention collective qui nous donne cette force de rebondissement. Mais les challenges, quand même, ça peut être à la fois le fait qu'il faut partir d'un pays parce qu'il y a la guerre, ça peut être à un moment donné ton père qui se fait enfermer pendant un certain temps parce qu'il est au mauvais endroit et aussi au Koweït, ça peut être des maladies. Des maladies, ça peut être aussi faire faillite. Ou perdre des maisons, c'est un truc qui s'est passé plusieurs fois dans notre enfance. Ça peut être la maladie, maintenant. Et la mort. De gens et là j'en ai perdu quelques-uns pendant l'écriture de cet album. Des gens qui étaient dans mes clips, qui ont inspiré des chansons, des gens qui étaient proches, des gens de l'ombre, et aussi des maladies par exemple la maladie de ma mère. Comment elle va? C'est compliqué. Elle est heureuse d'être. C'est une battante. Ouais, c'est une battante. Ah, mais c'est une sacrée bonne femme. C'est une sacrée bonne femme. Ça c'est clair. Ouais. Ah ouais. Et mais c'est compliqué. C'est une maladie compliquée. Ouais. Bon, mais tout le monde vit ça. Hein. Tout le monde vit ça. Souvent. Dans toutes les familles, il y a ça d'une manière ou une autre. Et je me suis dit, pourquoi pas rendre hommage à quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui m'a construit. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont dédié des choses à leur père, à leur mère, à des gens à une sœur ou à un ami qui a changé leur vie. Mais souvent, ils le font trop tard. Et c'est pas ma mère, c'est une battante. Elle va tout faire pour se battre au maximum. Et ça, elle est en train de le faire. Et elle va le faire pour un bon moment, j'en suis sûr. Mais quand même, c'est important, à un certain moment, quand on est déstabilisé par la maladie ou la fragilité de la vie, de quand même respecter ça et d'en parler et de jeter de la lumière sur cette personne. Pourquoi pas? Oui, c'est bien. Non, c'est vrai. Autant dire toute l'admiration qu'on a pour les gens quand ils sont là. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Mais tu sais, j'ai un rapport très étrange avec ma mère. Ça le confirme. Mais c'est très tu nous as vu, hein, tu nous as vu en train de travailler. C'est fusionnel, quoi. C'est fusionnel, mais ça bosse, très dur. J'allais te le dire, c'est qu'en même temps, elle est cash. Hein. Elle est cash. Elle est tout en protection sur toi et en même temps, elle y va, quoi. Hein. Elle y va, c'est choquant. Les gens sont choqués quand ils nous voient ensemble en train de travailler. C'est comme... Mais ils sont c'est mère et fils, mais vraiment. Oui, c'est génial. Et en même temps, tu sais, c'est quand j'avais à partir de l'âge de 7 ans, c'est elle qui m'a entraîné 3 heures par jour. Et moi, je voulais pas le faire. Absolument pas. J'avais aucune envie. Je me dis, celle-là, elle est folle et elle est vraiment méchante. Allez, on se fait une pause. Bah tiens, on va écouter un ancien titre à toi. Mika, c'est sur RFM, elle me dit. Ça tombe bien. C'est Mika, notre invité. Et aujourd'hui, il vient de sortir un nouvel album. Enfant, ado ou adulte? Adulte. T'as pas hésité? Oh, absolument. Moi, je veux pas être enfant ou adolescent. Mais non. C'était une horreur. Non, please. Je vous dis, alors, l'enfer. Moi, j'ai grandi dans des écoles catholiques romaines. Et l'enfer, il n'y a pas de feu en enfer. Non, le feu, c'est pour les barbecues, ça se trouve au paradis. Et il n'y a pas de rouge. J'aime beaucoup le rouge. Le rouge, c'est pas la couleur de l'enfer. Vous savez ce qu'il y a?
à l'enfer, il y a le premier baiser. En répétition. Et comme on sait, le premier baiser, c'est le pire. Il y a la première fois qu'on est embarrassé, mais vraiment profondément embarrassé. Il y a les couloirs de l'école ou les couloirs de l'université le premier jour. Il y a la première cuite mortelle. Et toutes ces choses-là qui se passent pendant l'adolescence, il y a les examens en continuation. Des examens qu'on savait même pas exister, qui n'étaient même pas dans les sujets d'école qu'on doit faire. Et toutes ces expériences se répètent d'un jour à l'autre. Ça, c'est l'enfer. Si vous vous retrouvez en enfer, vous allez vous retrouver dans votre adolescence en répétition. Le droit à la différence ou le droit à l'indifférence? Je trouve qu'une tolérance pour la différence est la chose la plus importante. Donc non seulement le droit de la différence, mais la tolérance pour ça. Et donc, il ne faut pas confondre l'indifférence avec la tolérance. Les deux choses ne sont pas pareilles du tout. Une chose est née d'amour et l'autre est née d'un sorte d'égoïsme ou d'égocentrisme. Et donc, ouais, et je trouve que la tolérance, elle n'est pas gratuite, elle se provoque. De temps en temps, c'est une provocation qui est difficile, elle peut même être violente. Donc, la tolérance est quelque chose qu'il faut défendre, qu'il faut provoquer, qu'il faut se battre pour avoir. Mais le moment qu'on a, il faut la protéger aussi. D'accord. Parce que tu penses que c'est pas tous les jours évident, quoi. Non, c'est pas évident. Non. C'est pas évident du tout. Et je trouve que pour plein de raisons, ça peut être des questions. On peut parler de choses comme ça peut être des questions de sexualité, de race, je sais pas, de religion. De religion, exactement. Et l'indifférence, c'est aussi associé à l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui est beaucoup plus facile à manipuler vers l'intolérance. Donc, il ne faut pas se laisser faire avoir par des gens qui font semblant d'avoir nos intérêts au centre de leur cœur, mais en fait, c'est juste, ils sont très malins, ils savent exactement comment nous manipuler pour leur avantage. Et on revient à ce discours de Twitter, que la rage et quand on provoque la rage, on provoque le plus de bruit, et c'est ça ce qui nous donne des followers, et ça c'est pas nécessairement une chose très, très saine. On se fait une pause avec, oh là là, souvenir, Fade to Grey, Visage. Ah, très bien. Ouais. T'as dansé à ça dans des clubs? Oh, bah alors là, oui, il y a longtemps. Raconte-moi des histoires avec cette chanson. Je veux savoir ce que t'as fait avec cette chanson. Fade to Grey. Un jour, c'est moi qui va faire ton divan. C'est Mika, notre invité aujourd'hui. Un divan de Marc-Olivier Fogiel avec Pascal Nègre. Je ne pense pas que c'est un épisode, ça va être duré une semaine. Il y aura trop de témoignages. Allez, on se fait une question de la machine. Fort ou fragile? Fort ou fragile? Alors un diamant, c'est quoi? Un diamant? Un diamant, c'est fort. Est-ce que t'as déjà... Ah bah ça arrive le verre. Est-ce que t'as déjà porté un diamant? Non. Ok. Et t'as jamais porté un diamant? Non. Même pas un tout petit? Non, jamais. Même pas une boucle d'oreille? Jamais. Ah ben jamais une boucle d'oreille, moi, avec mes oreilles que j'ai impossible. Mais c'est vrai que... Mais qu'est-ce que c'est? La structure d'un diamant, c'est quoi? C'est du carbone, Et donc, tout le monde pense que... alors, évidemment, c'est fort. Ouais. Ah oui, ça rayille tout. Ouais, mais si tu prends un marteau... Tu peux le casser. Ouais. Tu peux le casser dans 2 secondes. Ouais. Et ça devient une poudre. Ouais. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée qu'on peut être très fort, mais aussi garder sa fragilité.
Bon, On a ça dans l'album, justement. Je trouve qu'il y a cette espèce de dualité entre des moments où il y a une très vraie fragilité, des moments où on dit, il est là, vrai, quoi. C'est vrai. En fait, je peux dire que ton robot, là, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, la machine, on l'appelle la machine. Oh mon Dieu, vraiment, t'es méchant. Alors, excusez-moi, machine, il est pas très gentil avec vous, mais je trouve que ton intelligence artificielle, là, elle comprend pas le paradoxe. Elle comprend pas le contraste, parce que chaque fois qu'elle pose une question, en fait, les réponses sont les deux choses qu'elle est en train de demander dans la question. Elle est pas fine. Fort et fragile, ah bah les deux. Oui. Comment les deux? Ah bah les deux. Comment vous voulez dire les deux? Ah ben c'est possible d'exister avec un petit peu de dualité. La dualité n'est pas possible. Choisissez une autre réponse. Eh oui, c'est une machine, elle est pas toujours fine. Aimer ou être aimé? En fait, elle a pas vraiment une voix de machine. T'aurais pas pu choisir une voix un peu moins, un peu plus, je sais pas, plus. Elle a un petit peu, c'est la barmaid dans un café. Oh bah, c'est agréable pour la machine. Elle a 67 ans. Elle a fumé beaucoup trop de cigarettes. Elle joue du bingo au bingo tous les samedis soirs. Et des amants, elle en a plein. Ah bah ça, d'ailleurs. C'est un petit peu Marge Simpson. D'ailleurs, écoute la question. C'est quoi? Aimer ou être aimé? Aimer ou être aimé? Elle va crever là, ta machine, elle est vieille. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'intelligence artificielle, elle devrait pas ressembler à la boîte à ton arrière-grand-mère. Aimer ou être aimé? Respecte la différence de la voix de cette machine. Tu te rends compte que chaque fois qu'on appelle un truc, on appelle TGV, SNCF, on appelle parce qu'on a perdu nos valises à Air France, et c'est toujours des voix. Elles ont tous le même âge. Bienvenue chez Air France. Voilà. Bienvenue chez SNCF. Ouais. Comment puis-je diriger votre appel? Tapez 1. Alors que là, pas du tout. Elle a une voix de fumeuse. Je dirais aimer. Aimer et être aimé. Mais il n'y a même pas une réponse pour cette question. Elle est nulle, cette question. Non, mais regarde, Pascal, parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Tu penses pas? Mais il y a non, mais la vraie question, c'est quel est le plus gros besoin? Ah, aimer. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui vont te répondre être aimé. Beaucoup d'artistes, la première chose qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est être aimé, ils cherchent de l'amour quelque part. Et toi, c'est l'inverse, c'est donner, plutôt que recevoir, c'est assez bas. Évidemment qu'on donne et on reçoit, mais dans l'amour. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, toi, ce qui est plus important pour toi, c'est donner. C'est étonnant. Il y a des gens qui préfèrent recevoir. Être aimé, c'est plus cool. Oh, mais aimer, c'est beaucoup plus amusant. Parce que c'est toi qui est dans la... Même quand c'est pas une amour platonique, c'est une amour plus personnelle. Eh ben c'est là où c'est toi qui dois convaincre, c'est toi qui dois travailler pour le faire. C'est cette chose-là qui te donne un sentiment de vivre, de vie. Aimer, c'est sûr. Et si un jour on termine par être aimé, eh ben ça c'est un bonus. Mais c'est une bataille, parce qu'on peut aussi aimer des gens qui ne vous donnent pas la réciproque, qui s'en moquent. C'est déjà dû t'arriver. Vraiment des gens qui en ont rien à faire. Mais cela dit, on peut aimer des gens qui s'en moquent, ça c'est juste parce qu'ils sont, bon, franchement, c'est des cons. Ou c'est juste pas meant to be. Ouais. Mais je pense qu'on peut aussi, on peut aimer des gens qui nous aiment bien, mais pas énormément, mais ça va aussi. Allez, on va écouter Jean-Jacques Goldman sur RFM, à nos actes manqués. Et on n'aime jamais de la même manière. Je pense que l'amour qu'on a pour quelqu'un est toujours en train de changer. Et c'est ok que de temps en temps il y en a beaucoup plus, et de temps en temps il y en a beaucoup moins. Mais quand même, il y a ça, c'est ce qu'on généralise. Ça, c'est en général ce qu'on se dit quand il y en a beaucoup moins, en disant qu'après il y en aura de nouveau beaucoup plus. Allez, on passe à ta copine. Ah non, on passe à la copine. Goldman. En fait, c'est qui cette femme? J'espère que c'est pas ta copine. Si c'est la secrétaire en bas, je te dis, elle n'ouvrira pas la porte la prochaine fois. Hein. À nos actes manqués. Jean-Jacques Goldman, c'est sur RFM. C'est Mika, notre invité. Aujourd'hui, il vient de sortir un nouvel album qui est en train de cartonner. Bravo. Le diable ou le bon Dieu? Ah. Ah bah, il y a une chanson sur l'album qui dit qu'il y a un petit peu de Dieu dans toutes les choses. Et la chanson, machine, elle a écouté l'album. Ouais, c'est ça, l'album, la machine, elle a écouté l'album. Et il y a aussi
Et ça, c'est sur une chanson qui s'appelle I Went to Hell Last Night. Je suis allé à l'enfer hier. C'est une chanson qui parle de la dépendance. C'est une chanson qui parle de quelqu'un que je connais, que j'aime bien, qui a eu un relapse. Et comme on sait, c'est vraiment quelque chose de dur à témoigner. Et c'est la dépendance, c'est à l'alcool, à la drogue. Ouais, exactement. D'accord. Et c'est très difficile à gérer parce que d'un côté, on déteste la personne, on les en veut tellement, mais en même temps, on sait que c'est pas eux, c'est quelque chose d'autre, c'est une maladie. Et donc, je voulais mettre ce sentiment en parole et dans une chanson. Tu crois en Dieu? C'est pas le sujet. On est non, ça me dérange pas. Non, je crois en Dieu. J'ai été éduqué dans les écoles où j'ai dû étudier beaucoup le catéchisme. D'accord. Aussi, j'ai grandi dans les chœurs religieux, donc je peux te réciter plein de différentes masses. D'accord. Même en latin et la masse formelle, je peux la réciter même aujourd'hui. Si on va à l'église, je suis une des personnes qui connaît toutes les réponses. Enfin bon. Mais en même temps, j'aime pas la politique de la religion, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas raccord avec mes croyances actuelles, et je pense que ça c'est un grand problème parce que je ne suis pas seul. Même si j'aime beaucoup la spiritualité, et je pense que même si je pense que toutes ces histoires qu'on a apprises dans le Vieux Testament, le Nouveau Testament et tout ça, c'est pas la vérité. Et il y a énormément de sagesse qu'on peut étudier à travers, ou qu'on peut apprendre à travers ces choses. Donc, j'apprécie le concept d'un Dieu, et je pense que c'est très utile. Est-ce que la Terre a été formée dans une semaine? Est-ce que, l'univers a été formé en une semaine? Est-ce qu'il y avait une pomme? Est-ce qu'il y avait un serpent? Est-ce que mes propres préférences sexuelles sont un péché et je vais terminer en enfer? Non. L'intime ou l'universel? L'universel n'est pas une contradiction vers l'intimité. L'universalité est un concept fondamental, est un concept qui était défendu par beaucoup de gens depuis des centaines d'années, depuis la Renaissance, l'âge des Lumières. Victor Hugo parlait souvent que l'universalité était la chose qui allait rejoindre l'humanité. Et seulement en acceptant le concept profond de l'universalité, est-ce qu'on pouvait sauver l'humanité et la rendre plus heureuse et plus en paix. Quand on regarde cette jeune activiste, Greta Thunberg, qui est en train de se présenter là avec beaucoup de courage, et je pense que c'est pas une fille qui communique de la même manière que la plupart des enfants ou des adolescents. Et donc elle a beaucoup d'émotions quand elle parle, mais vraiment en regardant ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle dit, elle est aussi en train de pratiquer ce message d'universalité. Et je pense que l'intimité aussi peut provoquer l'universalité. Mais alors justement, c'est dans ton album, tu parles de choses très intimes, mais qui tout à coup deviennent complètement universelles parce que ça touche tout le monde. Est-ce qu'en fait, quand on ose raconter des choses sur soi intimes, est-ce qu'en fait, en racontant son intimité, qui au départ du moment il raconte sa vie, mais pas du tout, en fait, tu parles de choses qui touchent tout le monde, parce que tout le monde, et c'est la force des humains. Tout le monde vit la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est le regard qu'on a sur ce qu'on est en train de dire et la manière qu'on exprime ce que tout le monde vit. Et parce que cet album, pour moi, enfin ton dernier album, c'est un album qui, en termes d'écriture, est ton album le plus intime après le premier. Ouais. Oui, enfin, en même temps que le premier. En même temps que le premier, et bizarrement le premier, il y avait cette mécanique. J'utilisais des personnages que j'inventais, comme Billy Brown. Exactement. Comme il y avait Grace Kelly, voilà, c'est ça. Lollipop Girl, Big Girl, tous ces vraiment des cartoons. Ouais, tout à fait. Alors que là, pas du tout. Là, c'est sans personnage. Exactement. Parce que j'ai réalisé que les gens autour de moi étaient beaucoup plus drôles et intéressants et colorés que les personnages de comic book ou de cartoon que j'avais inventés pour le premier album.
On se fait une pause. Ah bah tiens, on va écouter un autre extrait du dernier album de Mika. Ça s'appelle Ice Cream. Et c'est Mika sur RFM. Et c'est déjà fini, Mika. C'est fini. Ben voilà, on a passé 1 heure en ta compagnie. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller écouter, d'aller acheter le nouvel album de Mika, qui est vraiment une réussite. C'est vraiment un grand disque. Et surtout, alors l'autre chose, allez le voir en concert, parce que Mika, quand même, si vous n'avez jamais vu Mika sur scène, vous avez loupé un gros truc quand même. Donc voilà, il est en tournée partout dans Zénith. Donc ça démarre à partir du 15 novembre. Et évidemment, à Paris, Zénith, c'était beaucoup trop petit. Donc il fait Bercy. Bercy, c'est le 22 décembre. 22 décembre. Juste avant Noël. Juste avant Allez, Noël. hop, c'est bien ça. Tu vas venir ? Ah bah, Est-ce que t'es là pour Noël ? Si je suis invité, moi le 22 je serai là. Voilà. Ah ben t'es invité. Donc ensuite on fait une fête. 22 Mika, c'est donc à Bercy au mois de décembre. Mika, merci encore et bonne fin de journée. Merci à toi. Merci. Ça me fait toujours plaisir. Moi aussi.